Le cri de Nicole a éclaté à travers mon téléphone avec une telle force, qu'un homme à la porte d'embarquement C12 s'est retourné pour nous dévisager. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Il était 6h11, la veille de Noël. Ma fille de 17 ans était endormie contre mon épaule, portant toujours le pull rouge qu'elle avait emballé pour les photos de famille, ces mêmes photos auxquelles ma mère n'avait jamais eu l'intention de la laisser participer. Sur mon écran s'affichaient 38 appels manqués, 5 confirmations d'annulation de vol, et un dernier message de ma sœur, où est Sadie? J'ai regardé à travers la vitre du terminal, observant les lumières de la piste qui brillaient sous la neige. Moins de 6 heures plus tôt, j'avais surpris ma mère en train de dire à ma fille, « Tu es assez grande pour rester seule à la maison, n'est-ce pas? Nous voulons que ce voyage soit réservé à la vraie famille. » Alors, avant le lever du soleil, j'ai annulé chaque billet, chaque chambre, et chaque transfert vers l'aéroport que j'avais payé. Ensuite, j'ai laissé une lettre sur le comptoir de la cuisine de ma mère, et j'ai emmené ma fille à l'aéroport. La voix de ma mère a soudain remplacé celle de Nicole au téléphone. « Audrey, écoute-moi. Est-ce que Sadie a ouvert la boîte 14 ?» Ce fut le premier moment où j'ai compris qu'elle ne paniquait pas à cause de vacances gâchées. J'ai resserré mon bras autour de ma fille. « Non, ai-je répondu, et elle ne se connectera pas non plus au système des pompes funèbres à 9h. » La ligne est devenue silencieuse. Ce n'était pas un silence de colère ou de confusion, c'était de la peur. Puis, Nicole a murmuré quelque chose que j'allais me repasser en boucle pendant des mois, ce lot d'archives devait absolument être clôturé. À ce moment-là, je pensais avoir simplement éloigné ma fille de personnes qui ne la considéraient pas comme un membre de la famille. Je ne savais pas que je venais de détruire leur alibi, et je n'avais aucune idée qu'elles avaient autrefois utilisé le même stratagème contre mon père. Restez avec moi pour découvrir ce que ma mère avait réellement prévu pour Sadie, et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires sur les trahisons silencieuses, les secrets de famille enfouis, et le moment où une mère dit enfin « ça suffit ». 3 mois plus tôt, j'avais cru qu'un voyage de Noël pourrait réparer ce que des années de dimanches ordinaires n'avaient pas réussi à faire. Sadie allait obtenir son diplôme d'études secondaires au printemps. Bientôt, il y aurait les candidatures pour l'université, les chambres d'étudiants, les emplois à temps partiel, et toutes ces petites distances qui s'installent lorsqu'un enfant commence à construire sa propre vie. Je voulais un beau souvenir avant que cela n'arrive. Pas un portrait de famille parfait ou une carte de vœux mise en scène, juste 7 jours où ma fille n'aurait pas à se demander si elle avait sa place. Le voyage était prévu pour San Diego. J'avais économisé pendant près de 2 ans, et j'avais payé un peu moins de 20 000 € pour 5 billets d'avion, 2 chambres d'hôtel, une suite pour ma mère et Léonard, ainsi qu'un transfert aéroport assez grand pour tous nos bagages. Les voyageurs étaient censés être ma mère, Margaret, mon beau-père, Léonard, ma demi-sœur, Nicole, Sadie, et moi. Je n'ai jamais annoncé combien cela m'avait coûté. Je ne voulais pas que la gratitude se mesure en euros. Je voulais juste prendre des petits déjeuners ensemble sans que quelqu'un vérifie l'addition, avoir des photos où Sadie ne serait pas reléguée sur le côté, et vivre un Noël où ma mère regarderait ma fille de la même façon qu'elle regardait Nicole. Dans ma famille, j'avais toujours été la personne qui s'assurait que tout fonctionne. Quand ma mère avait besoin de modifier une réservation, elle m'appelait. Quand Nicole oubliait une date limite, je m'en chargeais. Je réservais les restaurants, je payais les acomptes, je comparais les vols, je confirmais la voiture pour l'aéroport, et je préparais des plans de secours en cas de retard dû à la météo. Margaret appelait souvent Nicole notre fille, avec une chaleur qui faisait sonner ce mot comme un titre honorifique. Moi, elle m'appelait Audrey, généralement quand il y avait un problème à résoudre. La différence était rarement assez dramatique pour provoquer une dispute. Elle se nichait dans des détails, suffisamment petits pour que tout le monde puisse les ignorer. Le couloir de la maison de Margaret abritait des années de photographies de la famille Whitmore, mais Sadie n'apparaissait sur aucune d'entre elles. Il y avait des photos de Nicole lors de remises de diplômes, d'anniversaires, de dîners de charité, et d'événements d'entreprise. Même la photo des employés des pompes funèbres Whitmore incluait les stagiaires de l'été. Sauf Sadie. Cet été-là, Sadie y avait travaillé en tant qu'assistante d'archives temporaires. Elle numérisait de vieux contrats, nommait des fichiers électroniques, et organisait des lots de documents. Elle n'avait aucun accès aux dossiers bancaires, aux paiements, ou aux comptes clients. Son contrat s'était terminé en août, et elle avait été fière de chaque chèque de paie. Quand j'avais demandé un jour pourquoi elle était absente de la photo du personnel, Margaret avait répondu que le photographe était arrivé après que Sadie eut terminé sa journée. Sadie m'avait dit que ce n'était pas grave.
Elle disait cela trop souvent. Le 23 décembre, nous nous sommes tous réunis chez Margaret, car notre voiture pour l'aéroport était programmée avant l'aube. Les valises encombraient l'entrée. Nicole avait emballé assez de vêtements pour un mois, et se plaignait déjà que la suite de l'hôtel aurait dû avoir un deuxième balcon. Léonard vérifiait la météo toutes les 20 minutes. Margaret se déplaçait de pièce en pièce avec un porte-bloc, souriant comme si elle avait tout organisé elle-même. Sadie portait le pull rouge qu'elle avait acheté pour les photos de famille. Elle avait passé 1 heure à emballer de petits cadeaux pour tout le monde, même si Nicole nous avait dit de ne pas apporter de cadeaux car le voyage était déjà cher. Ma fille était excitée, mais au fur et à mesure que la soirée avançait, elle est devenue plus silencieuse. Je pensais qu'elle était nerveuse à l'idée de prendre l'avion, ou qu'elle craignait d'avoir oublié quelque chose. Après le dîner, Nicole s'est adossée à l'îlot de la cuisine et a demandé à Sadie, « Tu te souviens toujours de ton mot de passe pour les archives ?» Sadie a levé les yeux de son mug. « Mon compte a expiré quand mon job d'été s'est terminé. Je l'ai réactivé, » a déclaré Nicole. « Il y a un petit truc que tu pourras terminer après les fêtes. J'ai arrêté de plier les itinéraires imprimés. » Pourquoi aurait-elle besoin de travailler après les fêtes? Nicole a fait un geste de la main. Ce n'est rien, juste un nettoyage avant la fin de l'année. 10 minutes, tout au plus. Ensuite, elle a posé une question à Léonard sur le parking de l'aéroport, et la conversation est passée à autre chose avant que je ne puisse en demander davantage. Sadie fixait son chocolat chaud. Quand j'ai croisé son regard, elle a souri trop vite et a dit qu'elle était fatiguée. À 23 heures, tout le monde était monté se coucher. Sadie et moi partagions la chambre d'amis. Sa valise était ouverte à côté de la mienne, mais elle avait arrêté d'en vérifier le contenu. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a répondu qu'elle pensait seulement à l'école, et s'est tournée vers le mur. Quelque temps après minuit, je me suis réveillé avec la gorge sèche et je suis descendu chercher de l'eau. Les lumières de la cuisine étaient éteintes, mais une fine bande de lumière brillait sous la porte de la buanderie. J'ai entendu ma mère parler, avec cette voix douce qu'elle utilisait lorsqu'elle avait déjà décidé ce que quelqu'un d'autre allait faire. Tu es assez grande pour rester seule à la maison, n'est-ce pas? Je me suis figé dans le couloir sombre. Sadie n'a pas répondu assez fort pour que je l'entende. Ma mère a continué, nous voulons que ce voyage soit réservé à la vraie famille. Tu comprends, Léonard a hâte de réunir sa famille. Mes doigts se sont resserrés autour de mon verre vide. Ne contrarie pas ta mère, a ajouté Margaret. Elle a dépensé trop d'argent pour annuler maintenant. Pendant une seconde de stupeur, je n'ai pas pu bouger. Ma mère ne faisait pas qu'exclure ma fille, elle utilisait mon argent comme un verrou sur la porte, comptant sur le coût du voyage pour me garder obéissante une fois que je l'aurais découvert. Puis, Margaret a baissé la voix. Demain matin, tu feras le petit travail que Nicole a laissé pour toi. Comme ça, personne ne pourra dire que nous t'avons abandonné. Je suis resté devant cette porte, et j'ai compris que laisser Sadie derrière n'était pas seulement une question de savoir qui ma mère considérait comme sa famille. Je n'ai pas ouvert la porte de la buanderie. Tout mon instinct me poussait à entrer, à prendre Sadie par la main, et à exiger que ma mère répète ces mots en me regardant dans les yeux. Mais, si Margaret savait que je l'avais entendu, elle commencerait à s'expliquer avant que je ne comprenne ce qu'elle cachait d'autre. Elle adoucirait sa voix, changerait le sens de ce qu'elle avait dit, et ferait en sorte que Sadie se sente coupable d'avoir causé un malentendu. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai posé le verre vide près du lit. Mes mains tremblaient, alors je les ai glissées sous la couverture et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, Sadie est entrée sans allumer le plafonnier. Elle a fermé la porte doucement et s'est tenue à côté de sa valise. Le pull rouge qu'elle avait choisi pour les photos était plié sur le dessus. Elle l'a soulevé, l'a tenu un instant, puis l'a remis dans la commode. Je l'ai regardé sortir une robe, son maillot de bain, et les nouvelles sandales que nous avions achetées pour le voyage. Elle essayait de défaire ses bagages sans faire assez de bruit pour me réveiller. Sadie, ai-je dit doucement. Ses épaules se sont raidies. Elle s'est tournée vers moi avec une expression qui était déjà préparée à me rassurer. Je pensais que tu dormais. Je me suis réveillé pour boire de l'eau. Elle a hoché la tête et a baissé les yeux vers la robe qu'elle tenait. J'ai décidé que je n'avais pas vraiment besoin de ça. Je me suis redressé, mais je n'ai pas demandé si Margaret l'avait exclue. Je ne voulais pas forcer Sadie à défendre qui que ce soit, ni à répéter des mots qu'elle n'était pas prête à prononcer. Viens t'asseoir avec moi. Elle a plié la robe 2 fois,
bien qu'elle le fût déjà, puis s'est assise sur le bord du lit. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Est-ce que grand-mère t'a demandé de rester ici demain, ai-je fini par demander. Le visage de Sadie a changé. Son sourire prudent a disparu, et elle a serré les lèvres, comme si elle retenait la vérité derrière elle. S'il te plaît, n'annule pas le voyage, a-t-elle imploré. Ils vont dire que j'ai gâché Noël. Ces mots m'ont fait plus mal que ceux de ma mère. Sadie ne se demandait pas si elle méritait d'y aller, elle se préparait déjà à accepter le blâme d'avoir été laissée pour compte. Tu n'as rien gâché. Grand-mère a dit que tu avais travaillé trop dur pour perdre cet argent. Elle a dit que tout le monde attendait ça depuis des mois. Toi aussi. Sadie a regardé vers sa valise à moitié vide. Ce n'est pas grave, j'ai 17 ans. Je peux rester seul pendant quelques jours. Léonard veut du temps avec sa famille avant que les choses ne redeviennent chargées aux pompes funèbres. Je ne veux pas rendre la situation gênante. Je me suis approché d'elle, mais j'ai résisté à l'envie de lui dire que j'avais entendu chaque mot. Je voulais qu'elle parle sans avoir l'impression de confirmer une accusation. Que t'a-t-elle demandé de faire, exactement? Sadie a frotté son pouce le long de la couture de la couverture. Elle a dit que je pouvais rester ici, qu'il y avait de la nourriture dans le congélateur, et elle a laissé de l'argent dans le tiroir de la cuisine. Demain matin, je suis censé aller aux pompes funèbres pour quelques minutes. Demain, c'est la veille de Noël. Je sais. Nicole a dit que c'était juste un lot d'archives qu'ils doivent terminer avant la fin de l'année. Quel genre de lot d'archives? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Elle a dit que tout serait déjà préparé. Je dois juste numériser les documents et clôturer le lot. Sadie a glissé hors du lit et s'est dirigée vers son manteau, qu'elle avait drapé sur une chaise. D'une poche, elle a sorti une carte en plastique blanc attachée à un cordon bleu. Le recto affichait le logo des pompes funèbres Whitmore, la photo de classe de Sadie, et le titre d'assistante d'archives temporaires. Son badge d'été était vert, je m'en souvenais, car elle l'avait porté fièrement pendant sa première semaine de travail. Celui-ci était nouveau. Quand as-tu eu ça? Grand-mère me l'a donné ce soir. J'ai retourné la carte. Une petite étiquette imprimée indiquait sa période de validité, du 24 décembre au 26 décembre. Le badge n'avait pas été réactivé pour la fin de l'année, il avait été créé spécifiquement pour les jours exacts où le reste de la famille prévoyait d'être en Californie. Sadie a sorti 3 autres objets de son manteau. Le premier était une clé en laiton marquée « Entrée du personnel, arrière ». Le deuxième était une enveloppe scellée avec son nom écrit sur le devant, de l'écriture de Nicole. Le troisième était une feuille de papier pliée. Grand-mère m'a dit de ne rien perdre. Elle m'a dit que la clé me permettrait d'entrer si les portes avant étaient verrouillées. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait un nom d'utilisateur temporaire et un mot de passe. Le nom d'utilisateur n'était pas celui que Sadie avait utilisé pendant l'été. Il indiquait « S. Parker Archive 2 ». Est-ce que Nicole a expliqué pourquoi elle a créé un autre compte? Elle a dit que l'ancien ne pouvait pas être restauré. J'ai déplié la feuille d'instruction. Les étapes étaient tapées dans une police simple, avec plusieurs lignes surlignées en jaune, arrivées avant 8 heures. Entrez par la porte arrière du personnel. Utilisez le scanner 3 dans la salle des dossiers inférieurs. Téléchargez tous les documents de la boîte 14. Sélectionnez et finalisez le lot d'archives. Ne pas appeler à moins que l'écran ne devienne rouge. Pourquoi cela doit-il se passer exactement à 9 heures du matin, ai-je demandé. Sadie a secoué la tête. Nicole a dit que le système doit clôturer le lot avant la fin de l'année. J'ai demandé pourquoi je ne pouvais pas le faire la semaine prochaine, mais elle a dit que la date limite était automatique. Il reste 7 jours dans l'année. Je sais. As-tu déjà finalisé des lots pendant l'été? Parfois, mais seulement des lots d'archives normaux. Je numérisais les dossiers, je vérifiais le nombre de pages, et je cliquais sur terminer. Est-ce que cela validait ou déclenchait quelque chose? Ses sourcils se sont froncés. Comment ça? Est-ce que cela envoyait les fichiers quelque part, modifiait un compte, ou approuvait quoi que ce soit? Non. Du moins, je ne pense pas, j'ai regardé à nouveau le badge temporaire, le nouveau compte, et la clé d'un bâtiment verrouillé. Sadie avait reçu l'ordre d'y entrer seule la veille de Noël, d'utiliser un scanner spécifique, et de terminer un processus à une heure précise. Rien de tout cela ne correspondait au simple « nettoyage inoffensif »
que Nicole avait décrit dans la cuisine. Où est la boîte 14 en ce moment? Sadie a pointé la porte. Sous le comptoir dans la buanderie. Grand-mère a dit que Nicole l'avait laissée là pour que je puisse la prendre avec moi le matin. J'ai dit à Sadie de rester dans la chambre pendant que je descendais. Elle a attrapé mon poignet avant que je ne puisse sortir. Maman, s'il te plaît, ne confronte pas grand-mère. Je ne vais confronter personne. Elle dira que j'ai mal compris. Je te crois. L'emprise de Sadie s'est relâchée. Le soulagement a traversé son visage, mais a été presque immédiatement suivi par la peur. Elle s'attendait à être interrogée avant d'être crue. La buanderie était vide quand j'y suis retourné. Sous le comptoir se trouvait une boîte d'archives grise, fixée par 2 bandes en plastique. Boîte 14 avait été écrit sur le couvercle au marqueur noir. Je n'ai pas coupé les bandes ni soulevé le couvercle. Un espace étroit le long d'un côté laissait entrevoir les bords supérieurs de plusieurs dossiers. Je me suis accroupi et j'ai utilisé la lumière de mon téléphone, sans toucher au contenu. Les onglets visibles portaient des noms que je reconnaissais, des habitants de Cedar Ridge, Harold Benson, June Wallace, Martin et Elise Harlan. Tous avaient été des clients des pompes funèbres Whitmore. Au moins 2 d'entre eux étaient décédés des années plus tôt. J'ai photographié la boîte sous tous les angles, puis je suis remonté avec le badge, la clé, l'enveloppe contenant le mot de passe, et la feuille d'instruction. J'ai pris des photos claires de chaque objet et je les ai téléchargées sur mon compte cloud privé. Ensuite, j'ai transféré les images à Claire Benson, une vieille amie d'université qui exerçait le droit de la protection des consommateurs. Mon message ne contenait que quelques mots, appelle-moi quand tu te réveilles. Urgent. Le téléphone de Sadie a vibré sur le matelas. Un message de Nicole est apparu sur l'écran, ne sois pas en retard demain. Avant que Sadie ne puisse répondre, un autre message est arrivé, et n'ouvre pas la boîte avant 9 heures. J'ai photographié les 2 messages et j'ai dit à Sadie de ne pas répondre. Je n'ai pas essayé le mot de passe temporaire, et je n'ai pas recherché les noms des clients en ligne. Quoique Nicole et Margaret aient manigancé, je n'allais pas leur donner l'occasion de prétendre que Sadie ou moi avions accédé à quelque chose de manière inappropriée. Qu'est-ce qu'on va faire? A demandé Sadie. J'ai regardé ses vêtements défaits, puis le pull rouge qu'elle avait rangé, parce que ma mère l'avait convaincue qu'il n'y aurait pas de place pour elle sur les photos. D'abord, je te sors de cette maison, ai-je dit. Ensuite, nous découvrirons pourquoi elles avaient besoin de toi à l'intérieur de ce bâtiment. J'ai relu la feuille d'instruction une dernière fois. Tout en bas, sous les étapes que j'avais déjà vues, se trouvait une phrase imprimée en lettres majusculées en gras, clôturer le LOT 14 à exactement 9 heures. Ne pas quitter le bâtiment avant que la validation ne soit confirmée. J'ai relu la dernière instruction 3 fois. Clôturer le lot 14 à exactement 9 heures. Ne pas quitter avant que la validation ne soit confirmée. Quoique ce terme validation, ou libération de fonds, signifiait, cela ne ressemblait pas à un classement ordinaire, et cela ne devait pas se retrouver entre les mains d'une jeune de 17 ans dont l'emploi s'était terminé 4 mois plus tôt. L'horloge sur la table de nuit affichait 3 heures du matin. J'ai appelé Claire Benson. Elle a répondu à la 5e sonnerie, avec la voix tendue de quelqu'un tiré d'un sommeil profond. Audrey, que s'est-il passé? Je lui ai raconté uniquement ce que je savais, ma mère avait exclu Sadie du voyage, Nicole avait réactivé un compte professionnel, émis un nouveau badge valable pour 3 jours, et ordonné à Sadie d'entrer dans des pompes funèbres verrouillées la veille de Noël. Pour traiter la boîte 14 à exactement 9 heures. J'ai envoyé les photographies à Claire pendant que nous parlions. Sa voix a changé dès qu'elle a vu la feuille d'instruction. N'ouvre pas cette boîte. N'utilise pas le nom d'utilisateur ou le mot de passe. Ne teste pas le badge, et ne supprime rien de ce que Nicole a envoyé. J'ai déjà tout photographié. Bien. Garde les messages originaux sur le téléphone de Sadie, envoie-moi des captures d'écran, mais ne réponds pas. Je télécharge les copies maintenant. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Sadie était assise sur le lit, les 2 mains enroulées autour de ses genoux, scrutant mon visage pour y trouver des signes indiquant qu'elle avait fait quelque chose de mal. Claire, est-ce que je réagis de manière excessive? Tu as entendu ta mère dire à ta fille qu'elle n'était pas de la famille. Cela seul suffit pour la sortir de cette maison. Le reste signifie que tu dois le faire avant que quiconque ne sache que tu es réveillé. Claire ne pouvait pas me dire ce que contenait la boîte 14, et elle refusait de deviner. Elle a précisé que le mot validation ou libération pouvait être inoffensif, mais que le moment choisi,
les identifiants temporaires, et l'insistance pour que Sadie travaille seule étaient suffisamment graves pour être préservées en tant que preuve. Elle m'a demandé de lui transférer chaque confirmation montrant que j'avais réservé le voyage moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que je devais faire. Les 5 billets d'avion avaient tous été achetés via mon compte et facturés sur ma carte. La réservation d'hôtel était également à mon nom. J'avais réservé 2 chambres standards et une suite, parce que Margaret s'était plainte que Léonard avait besoin de plus d'espace. J'avais loué un van privé pour l'aéroport, afin que personne n'ait à gérer les bagages dans la neige. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'annulation. 20 000 € représentaient 2 années de sacrifice, à me dire non à moi-même. C'était des week-ends ignorés, une vieille voiture, des déjeuners préparés avant l'aube, et les heures supplémentaires que j'avais acceptées quand un superviseur partait en congé. Même avec une assurance voyage, j'allais perdre une partie de l'argent, et recevoir la majeure partie du reste sous forme de crédit plutôt qu'en espèces. Pendant un instant, j'ai entendu la voix de Margaret disant à Sadie de ne pas me contrarier, car j'avais dépensé trop d'argent pour annuler. Elle avait calculé mon sacrifice, et avait décidé que cela me rendrait obéissante. J'ai annulé les 5 billets. La confirmation est apparue sur l'écran, suivie du montant exact que je venais de perdre. J'en ai eu la nausée, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai annulé les 2 chambres d'hôtel, la suite, et le transfert vers l'aéroport. Chaque annulation produisait un nouvel email. Chacun d'eux fermait une porte que ma famille avait supposé que je paierais pour garder ouverte. Ensuite, j'ai cherché 2 places sur une autre compagnie aérienne. Un vol pour San Diego partait plus tôt que le nôtre. Le tarif était plus élevé, les sièges étaient à l'arrière, et nous aurions une correspondance, mais je l'ai réservé avant de pouvoir changer d'avis. Sadie a fixé les nouvelles cartes d'embarquement sur mon téléphone. Tu as annulé les leurs. J'ai annulé le voyage que j'ai payé. Ils vont me blâmer. Je n'annule pas à cause de toi. Je me suis assise à côté d'elle et me suis assuré qu'elle me regarde. J'annule parce que personne n'a le droit d'utiliser mon argent pour te laisser derrière. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Et si le truc aux pompes funèbres n'était vraiment que de la paperasse? Alors ils pourront le faire eux-mêmes. Et si grand-mère ne nous adresse plus jamais la parole? La question n'était pas dramatique, Sadie l'a posée calmement, comme si elle calculait le prix à payer pour être protégée. J'espère qu'elle fera un meilleur choix, ai-je dit. Mais je ne te laisserai pas ici juste pour qu'il soit plus facile pour elle de m'aimer. Nous n'avons emballé que ce que nous pouvions porter. J'ai laissé les grandes valises fermées, car ouvrir les portes et traîner des bagages dans la maison risquait de réveiller quelqu'un. Sadie a remis le pull rouge. J'ai placé le badge, la clé, l'enveloppe du mot de passe, et la feuille d'instruction ensemble sur le bureau de la chambre d'amis, après les avoir photographiés de nouveau. La boîte 14 est restée scellée sous le comptoir de la buanderie. Avant de partir, je me suis tenu dans la cuisine de Margaret et j'ai écrit une lettre au dos de l'itinéraire imprimé que j'avais mis des semaines à perfectionner. Sadie ne restera pas ici. Elle n'ouvrira pas la boîte 14, n'utilisera pas le compte créé à son nom. Et n'entrera pas aux pompes funèbres à 9 h. J'ai photographié tout ce que tu lui as donné, et des copies se trouvent désormais en dehors de cette famille. Chaque billet, chambre et transfert aéroport que j'ai payé a été annulé. Tu as dit que ce voyage était réservé à la vraie famille. J'ai enfin compris ce que cela signifiait. J'ai laissé la lettre au centre du comptoir, là où Margaret gardait son porte-bloc. La maison était silencieuse quand nous sommes sortis. La neige avait recouvert l'allée d'une fine couche blanche, et nos empreintes ont été les premières marques à la traversée. Sadie a regardé en arrière une fois avant de monter dans la voiture. Moi, je ne l'ai pas fait. Nous avons atteint l'aéroport de Minneapolis-Saint Paul alors que le ciel était encore noir. Au contrôle de sécurité, Sadie n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, même si personne n'avait encore appelé. Je savais que ce silence prendrait fin à l'instant où Margaret entrerait dans la cuisine. C'est arrivé à 5h47. Mon téléphone a vibré pendant que nous marchions vers la porte d'embarquement C12. Margaret a appelé en premier, puis Léonard, puis Nicole. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Les messages arrivaient si vite que l'écran ne cessait de bouger. Nicole a écrit que la compagnie aérienne avait fait une erreur. Léonard a demandé les nouveaux numéros de confirmation. Margaret m'a ordonné de répondre immédiatement. Aucun d'eux n'a demandé si Sadie était en sécurité.
À 6h30, Nicole a envoyé un message en majuscule, OU accent grave et Sadie. Le temps que nous nous asseyions à la porte d'embarquement, j'avais 38 appels manqués. Sadie s'est appuyée contre mon épaule, épuisée. J'ai mis le téléphone en sourdine, mais j'ai continué à sauvegarder chaque message vocal dans un dossier séparé, comme Claire me l'avait conseillé. Nicole a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Son cri a été si fort qu'un homme de l'autre côté de l'allée a levé les yeux de son café. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? J'ai baissé le volume et j'ai gardé ma voix calme. Tu as dit à ma fille qu'elle ne faisait pas partie de cette famille. Ce n'est pas ce que maman voulait dire. Nous pourrons en discuter plus tard. Envoie-moi les informations de vol maintenant. Les réservations sont annulées. Tu n'en avais pas le droit. J'ai payé pour ça. Nicole a commencé à parler en même temps que moi, m'accusant d'humilier Léonard et de faire perdre du temps à tout le monde. Derrière elle, j'ai entendu Margaret exiger le téléphone. Quand ma mère a pris la ligne, elle n'a pas posé de questions sur les billets, l'hôtel, ou l'argent. Audrey, écoute-moi. Est-ce que Sadie a ouvert la boîte 14? Non. L'as-tu fait? Non. Sa respiration a changé. Où est-elle? Là où tu l'as laissée. Nicole a dit quelque chose de trop bas pour que je l'entende. Margaret a couvert le combiné, mais pas complètement. Leurs voix sont devenues aiguës et précipitées. Puis, le murmure de Nicole est passé clairement, ce lot devait absolument être clôturé à 9h. J'ai baissé les yeux vers Sadie. Ses yeux étaient ouverts maintenant. Que se passe-t-il à 9h, ai-je demandé. Aucune d'elles n'a répondu. Margaret a repris ses esprits en premier. Tu n'as aucune idée de ce dont tu te mêles. Ramène Sadie avant que cela n'empire. La menace dans sa voix était enveloppée du même calme qu'elle avait utilisé dans la buanderie. J'ai ressenti ce vieux réflexe de m'expliquer, de la persuader que j'étais raisonnable. Mais il n'y avait plus rien à discuter. Ne contacte plus Sadie directement, ai-je tranché. Claire Benson a des copies de tout. J'ai mis fin à l'appel et j'ai sauvegardé l'enregistrement. Pendant plusieurs minutes, je me suis demandé si je n'étais pas allé trop vite. Peut-être que validation faisait référence à des pages archivées. Peut-être que les instructions rigides venaient d'un système informatique obsolète. Peut-être que j'avais détruit Noël à cause de la cruauté de ma mère, et d'une procédure de bureau que je ne comprenais pas. Le téléphone de Sadie a sonné. Elle a ouvert la notification et me l'a tendu sans dire un mot. Le message avait été envoyé automatiquement depuis le système des pompes funèbres Whitmore, vers le compte de travail temporaire que Nicole avait créé. L'objet indiquait « Échec du processus système ». En dessous, en lettres grasses, se trouvaient les mots qui ont mis fin au moindre doute que j'avais encore, échec de la clôture du lot 14. Validation du remboursement de contrat de prévoyance funéraire suspendu. Je n'avais pas seulement annulé des vacances. Une fois à bord, le bruit s'est arrêté. Pour la première fois depuis notre départ de la maison de ma mère, personne ne pouvait nous joindre. Les lumières de la cabine se sont tamisées, le bruit des moteurs s'est élevé sous nos pieds, et Minneapolis a disparu sous une couche de nuages. Mon téléphone était en mode avion, mais l'écran affichait toujours les preuves de la matinée, les appels manqués, les messages vocaux sauvegardés, les avis d'annulation, et le message automatique des pompes funèbres Whitmore. Échec de la clôture du lot 14. Validation du remboursement de contrat de prévoyance funéraire suspendu. Sadie était assise à côté de moi, les mains glissées sous ses cuisses. Elle avait lu le message plusieurs fois, mais n'avait pas demandé ce qu'il signifiait. Je soupçonnais qu'elle avait peur que la réponse fasse de tout ça sa faute. J'ai posé le téléphone face contre table. Tu n'as rien validé ou libéré du tout, ai-je dit. Mais j'étais censé le faire. Tu étais censé suivre des instructions dont tu n'avais aucune raison de te méfier. Elle a regardé vers le hublot. Est-ce que quelqu'un croira ça? Je voulais lui promettre que oui. À la place, je lui ai dit la vérité. Nous allons nous assurer qu'ils auront plus que notre simple parole. Le vol m'a donné trop de temps pour réfléchir. Je revenais sans cesse aux mêmes détails, le badge de 3 jours, l'heure exacte, le bâtiment verrouillé, et la panique de Nicole quand le badge a échoué. Rien de tout cela ne semblait accidentel. Mais je ne comprenais toujours pas ce qu'était un remboursement de contrat de prévoyance, ni pourquoi des pompes funèbres auraient besoin que Sadie en valide un la veille de Noël. Lorsque nous avons atterri à San Diego,
le soleil de l'après-midi me paraissait déplacé, face à la peur glaciale que j'avais transportée depuis le Minnesota. Des familles se déplaçaient dans le terminal en tenue de vacances, des enfants traînaient des peluches derrière eux, tandis que Sadie et moi nous tenions près de la zone de récupération des bagages, avec seulement 2 bagages à main. Sans savoir si nous allions passer la nuit dans un hôtel ou faire demi-tour et rentrer chez nous. Claire a appelé avant que je ne puisse la contacter. J'ai parlé à quelqu'un de l'État, a-t-elle annoncé. Les contrats de prévoyance funéraire sont des arrangements funéraires que les clients paient à l'avance. L'argent est censé être protégé jusqu'à ce que les services soient fournis, ou que le contrat soit légalement annulé. Donc, une validation de remboursement renvoie l'argent au client lors d'une annulation légitime. Oui. Mais cela ne devrait pas être traité par une assistante d'archives temporaire. Et cela ne devrait pas exiger qu'une jeune de 17 ans entre seule dans un bâtiment fermé. Claire avait transmis les informations à Dana Walsh, une enquêtrice de conformité qui supervisait les fonds funéraires prépayés. Elle m'avait prévenu que Dana ne porterait pas d'accusation sur la seule base de photographies et de messages vocaux. Elle poserait des questions précises, vérifierait le système, et déterminerait s'il y avait une raison suffisante d'intervenir avant 9 heures au Minnesota. Dana a appelé 11 minutes plus tard. Sa voix était calme et précise. « Je ne vous dis pas qu'un crime a eu lieu », a-t-elle commencé. « J'essaie de déterminer si des fonds sont en danger, et si les identifiants d'une mineure sont utilisés en dehors de leur cadre autorisé. » Elle m'a demandé d'envoyer la feuille d'instruction, les messages de Nicole, l'email d'échec automatique, et la preuve de la date de fin du contrat d'été de Sadie. Elle voulait également savoir exactement ce que Sadie avait été autorisée à faire pendant son emploi. Sadie a répondu à la majeure partie des questions elle-même. Pendant l'été, elle avait numérisé des contrats papier, vérifié le nombre de pages, et attribué des noms de fichiers à partir d'une liste fournie par Nicole. Son compte lui permettait de télécharger des documents et de marquer un dossier d'archives comme complet. Il ne lui avait jamais permis d'approuver des paiements, de modifier les soldes des clients, ou de libérer des fonds. Dana a demandé si quelque chose d'inhabituel s'était produit pendant ces mois. Sadie a hésité. Je ne sais pas ce qui compte comme inhabituel. Tout ce que Nicole t'a dit de ne pas remettre en question, a précisé Dana. Sadie m'a regardé avant de continuer. Elle se souvenait de formulaires d'annulation dont les lignes de signature étaient vierges. Parfois, Nicole lui donnait une page signée séparément, et lui disait de la joindre à un autre document avant de le numériser. À plusieurs reprises, Sadie avait reçu l'instruction de renommer un nouveau fichier, pour qu'il corresponde au numéro d'un ancien contrat déjà dans les archives. J'ai demandé si cela remplaçait le premier fichier. Sadie a répondu, Nicole m'a dit que l'ancien était faux, et de ne pas m'en inquiéter. As-tu lu les formulaires ? Pas vraiment, a-t-elle dit. C'était de la paperasse pour des gens qui étaient déjà morts. Cette phrase a noué mon estomac. Je me suis souvenu des noms visibles à travers l'ouverture de la boîte 14. Harold Benson était mort 6 ans plus tôt. Les funérailles de June Wallace avaient eu lieu aux pompes funèbres Whitmore, quand Sadie était encore au collège. Martin et Elise Harlan étaient tous deux décédés avant la pandémie. J'ai donné à Dana les noms dont je me souvenais. Elle n'a pas réagi, se contentant de me demander de les épeler. Ensuite, elle a dit qu'elle contacterait la banque des pompes funèbres et le fournisseur du système, via l'autorité d'inspection de l'État. Elle pouvait demander un gel temporaire sur toute activité de remboursement inhabituelle, le temps de vérifier si les contrats avaient été légalement annulés. Que se passe-t-il s'il n'y a rien, ai-je demandé. Alors le gel sera levé après examen. Pour l'instant, ne contactez pas de clients, n'accédez pas au système des pompes funèbres, et ne publiez aucune allégation. J'ai accepté. Une partie de moi voulait appeler chaque famille dont j'avais vu le nom pour les prévenir, mais Claire a renforcé l'instruction de Dana. Si les documents étaient légitimes, des accusations publiques pourraient causer des torts inutiles. S'ils étaient frauduleux, alerter la mauvaise personne pourrait faire disparaître des dossiers. Nous nous sommes enregistrés dans un petit hôtel d'aéroport, au lieu du complexe que j'avais initialement réservé. Sadie s'est assise sur un lit pendant que j'ouvrais mon ordinateur portable au bureau. Elle avait l'air épuisée, mais chaque fois que son téléphone vibrait, ses épaules se crispaient. À 14h18, heure de la Californie, Dana a rappelé. La banque avait placé un gel temporaire sur 27 demandes de remboursement liées aux pompes funèbres Whitmore. Ensemble, elles totalisaient 347 600 €. J'ai agrippé le bord du bureau. Étaient-elles toutes dans la boîte 14 ? Le lot numérique associé à l'avis d'échec contient 27 demandes.
Je ne peux pas encore confirmer le contenu physique de la boîte. Elle a expliqué ce que les dossiers préliminaires montraient. Le compte réactivé de Sadie avait été désigné comme l'utilisateur important les documents à 23h32 la nuit précédente. Quelqu'un disposant d'une autorité administrative avait élargi les autorisations de ce compte. Le badge temporaire de Sadie était programmé pour être le seul identifiant d'entrée actif pour le niveau inférieur des archives, entre 8h30 et 10h la veille de Noël. La caméra de sécurité couvrant cet étage avait également été mise en mode maintenance pour la même période. J'ai regardé ma fille. Son visage était devenu pâle. Si j'étais entré, a-t-elle dit, tout aurait montré que c'était moi. Dana l'a corrigé avec soin. Cela aurait montré que vos identifiants et votre badge ont été utilisés. Ce n'est pas la même chose que de prouver que vous avez créé les documents ou que vous aviez l'intention de libérer des fonds. Mais ils auraient dit que je l'avais fait. Aucune de nous n'a répondu, car nous comprenions toutes que c'était exactement le but. Les appels de ma famille ont continué. Léonard a laissé des messages me demandant d'arrêter d'embarrasser Margaret. Ma mère n'a rien dit à propos de la boîte 14, affirmant seulement que j'étais devenu cruel et irrationnel. Nicole a appelé depuis un autre numéro après que j'ai bloqué le sien. J'ai répondu parce que Claire m'avait dit de préserver les communications directes. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a lancé Nicole. 42 personnes dépendent de ces pompes funèbres. 42 familles pourraient perdre leurs revenus, parce que tu as entendu une seule phrase et que tu as décidé de punir tout le monde. Tu as réactivé le compte de Sadie. C'était un nettoyage de fin d'année. Tu lui as donné accès à un bâtiment fermé et tu lui as dit de libérer des remboursements. Je lui ai dit de clôturer un lot d'archives. Tu déformes les mots parce que tu veux faire souffrir maman. Nicole parlait vite, mais sous la colère, j'entendais la peur. Elle n'a jamais demandé si Sadie était en sécurité. Elle a demandé ce que j'avais envoyé à Claire, si j'avais photographié la boîte, et si Dana avait contacté la banque. À ce moment-là, Nicole ressemblait moins à ma jeune sœur gâtée, et davantage à la personne qui avait conçu le piège. Après l'appel, j'ai demandé à Sadie si Nicole avait déjà discuté des frais d'université avec elle. Sadie a répondu que Nicole lui avait demandé combien d'argent elle espérait économiser avant l'obtention de son diplôme, et si je pouvais payer les frais de scolarité sans prêt. À l'époque, Sadie avait pensé que sa tante s'intéressait à son avenir. Avant que je puisse décider de ce que cela signifiait, Dana nous a envoyé, à Claire et à moi, un diagramme préliminaire des transactions. Les 27 remboursements n'étaient pas programmés pour retourner directement au titulaire de contrat. Ils étaient acheminés par plusieurs comptes temporaires, avant d'atteindre un compte commercial central. Dana a appelé quelques instants plus tard. Je dois vous poser une question sur le nom de l'entité destinataire, a-t-elle dit. J'ai ouvert la pièce jointe. Au centre du diagramme se trouvait une société dont je n'avais jamais entendu parler, Parker Family Consulting LLC. Dana a gardé le silence assez longtemps pour que je le lise 2 fois. Puis, elle a demandé, est-ce que Thomas Parker était votre père? La société avait été ouverte avec son nom et son numéro d'identification fiscale près de 20 ans plus tôt. J'avais passé la majeure partie de ma vie à croire que Thomas Parker était la raison pour laquelle ma famille avait appris à se méfier du nom Parker. Ma mère avait raconté l'histoire si souvent qu'elle avait cessé de résonner comme une accusation, pour devenir l'histoire officielle de la famille. Thomas s'occupait des dossiers financiers des pompes funèbres Whitmore. De l'argent avait disparu des comptes de prévoyance funéraire. Lorsque les questions ont commencé, il avait blâmé le système, humilié Margaret devant la communauté, et quitté Cedar Ridge plutôt que d'accepter ses responsabilités. Selon elle, il avait choisi sa fierté plutôt que sa fille. J'avais 22 ans lorsque l'enquête était devenue publique, assez vieille pour comprendre des mots comme détournement de fonds et faute professionnelle, mais encore assez jeune pour croire que le parent qui restait devait être celui qui était honnête. Margaret s'était assise à côté de moi à la table de la cuisine et m'avait expliqué que Thomas avait détruit sa propre vie. Elle disait avoir essayé de me protéger du pire. Je n'avais pas demandé à voir les dossiers. Je ne l'avais pas appelé. À la place, j'avais construit ma vie autour de l'idée de prouver que je n'étais pas comme lui. Je payais chaque facture avant son échéance. J'évitais d'emprunter de l'argent, même quand cela aurait rendu les choses plus faciles. Je gardais les reçus, j'équilibrais mes comptes, et je rendais chaque service rapidement pour que personne ne puisse dire que je leur devais quelque chose. Au travail, j'étais devenu la personne à qui l'on confiait les délais serrés et les décisions difficiles. Dans ma famille, je me portais volontaire pour payer,
car la générosité ressemblait à une preuve d'innocence. Même le voyage de Noël avait fait partie de ce schéma. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je planifiais assez soigneusement, et si je payais tout moi-même, personne ne pourrait remettre en question ma place dans la famille. À présent, un compte commercial portant le nom de mon père se trouvait au centre de près de 350 000 € de transferts suspendus. Dana m'a demandé si je savais quelque chose sur Parker Family Consulting. Non, ai-je répondu. Je n'en ai jamais entendu parler. Votre père possédait-il une société de conseil? Il était comptable. Il travaillait parfois à son compte, mais je ne sais pas quel nom il utilisait. Dana ne m'a pas dit ce que je devais croire. Elle a seulement précisé que la société avait été enregistrée en 2007, peu de temps avant le scandale financier initial aux pompes funèbres Whitmore. Le numéro d'identification fiscale appartenait à Thomas. Plusieurs anciens transferts avaient transité par là avant que la société ne devienne inactive. Les nouvelles demandes de remboursement étaient configurées pour utiliser cette même structure de compte. Après la fin de l'appel, j'ai fixé le diagramme des transactions jusqu'à ce que les mots se brouillent. Si Thomas avait créé la société, Margaret avait peut-être dit la vérité. Peut-être que Nicole avait découvert une vieille combine et l'avait réutilisée. Peut-être avais-je éloigné Sadie d'un piège conçu par ma sœur, pour découvrir finalement que mon père en avait construit la toute première version. Sadie était assise en face de moi, sur l'autre lit de l'hôtel. Est-ce que grand-père était vraiment un voleur? C'est ce que l'enquête a dit. C'est ce que grand-mère a dit. J'ai fermé l'ordinateur portable plus brutalement que je ne le voulais. Il y avait des dossiers, Sadie. Il a perdu sa licence. Les gens ne perdent pas tout juste parce qu'une personne raconte une histoire. Elle a tressailli, et j'ai immédiatement regretté mon ton. Je suis désolé, ai-je dit. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je sais. Elle a hésité. Et si grand-père ne l'avait pas fait? La question a frappé la partie de moi que j'avais passé des années à sceller. S'il était innocent, il aurait pu rester et se battre. Peut-être qu'il l'a fait. Tu ne le connaissais pas, ni toi. C'est pour ça que je pose la question, a-t-elle répondu. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. En dessous de nous, des voitures se déplaçaient dans le parking de l'hôtel, sous des palmiers décorés de guirlandes lumineuses blanches de Noël. Le calme à l'extérieur rendait ma colère déplacée, mais je ne pouvais pas m'en défaire. Thomas m'avait envoyé des cartes d'anniversaire pendant plusieurs années après son départ. J'avais renvoyé la première sans l'ouvrir. Les autres disparaissaient avant que je ne les voie, et Margaret disait qu'il avait fini par arrêter d'essayer. Quand j'ai grandi, je me suis dit qu'un père qui s'en souciait vraiment aurait trouvé un autre moyen. Il était plus facile de le blâmer que d'admettre que j'avais pu aider à l'exclure. Mon téléphone a sonné. Le nom de Margaret est apparu sur l'écran. Claire m'avait conseillé de préserver les communications, j'ai donc enregistré l'appel avant de répondre. Tu as enfin décidé de me parler, a dit Margaret. Qu'est-ce que Parker Family Consulting? Le silence a duré moins d'une seconde, mais je l'ai remarqué. La société de ton père. Pourquoi des remboursements des pompes funèbres Whitmore étaient-ils programmés pour transiter par elle hier? Je n'ai aucune idée de ce que Nicole a fait avec ses vieux comptes. C'était la première fois que Margaret mettait de la distance entre elle et Nicole. Les identifiants de Sadie étaient configurés pour libérer les transferts. Alors peut-être devrais-tu te demander pourquoi ta fille avait accès à des dossiers financiers. Elle n'y avait pas accès jusqu'à ce que quelqu'un élargisse ses permissions. Margaret a expiré lentement. Toi et Sadie êtes exactement comme lui. Ma poigne s'est resserrée autour du téléphone. Comme qui? Thomas. Méfiante. Ingrate. Toujours à chercher de la corruption là où il n'y en a pas. Vous voyez du vol partout, parce que c'est dans votre sang. Pendant des années, cette phrase m'aurait réduite au silence. Le nom de Parker avait toujours été traité comme une tâche que je devais compenser. Maintenant, Margaret appliquait cette même tâche à ma fille, avant même qu'aucune enquête n'ait commencé. Si rien d'inapproprié ne s'est produit, pourquoi la boîte 14 devait-elle être clôturée pendant que le reste d'entre vous s'envolait pour la Californie? Tu ne comprends rien aux affaires. Alors explique-les. Je ne discuterai pas des dossiers confidentiels des clients avec quelqu'un qui a déjà impliqué des personnes extérieures. Elle est passée immédiatement aux conséquences. 42 employés pourraient perdre leur emploi. Des familles dont les funérailles étaient programmées cette semaine-là pourraient être abandonnées.
Cedar Ridge dépendait des pompes funèbres Whitmore. Ma colère face à une conversation privée a déjà provoqué la panique à la banque, a-t-elle poursuivi. Tu punis toute une ville parce que tu as mal compris ta place dans cette famille. La place de ma fille était d'être seule dans ta maison, pendant que son nom apparaissait sur une validation de remboursement. Tu dramatises. As-tu préparé la boîte 14? Margaret n'a pas répondu. As-tu créé le badge temporaire? Un autre silence. Savais-tu que le compte de Sadie avait été réactivé? Tu dois réfléchir aux dégâts que tu es en train de causer. Elle n'a jamais nié la boîte, le badge, le compte, ou la validation. Elle s'est contentée de décrire ce qui arriverait si les gens les examinaient. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse transformer une autre menace en un devoir que j'étais censé accepter. Claire m'a contacté 1 heure plus tard. Elle avait localisé le dossier disciplinaire de Thomas, provenant de la commission comptable. Le rapport final indiquait qu'il avait utilisé ses identifiants pour modifier les soldes des clients et diriger des fonds vers Parker Family Consulting. Il citait des historiques de connexion, des feuilles de calcul internes, et des témoignages de la direction de Whitmore. Il y a un problème, a dit Claire. Quel genre de problème? Le rapport fait référence à l'annexe technique C à cette reprise. Mais l'annexe C est manquante dans le dossier d'archives. Qu'était-il censé y avoir dedans? Les journaux d'accès brut, et la méthode utilisée pour établir les eurodatages. Sans cette annexe, le rapport montrait des conclusions, mais pas les preuves techniques complètes qui les soutenaient. Claire avait demandé des copies à la commission comptable, aux archives du comté, et à l'assureur qui avait traité la réclamation initiale. Dana en a trouvé une en premier. Un inspecteur des assurances avait conservé un duplicata, car l'argent manquant avait déclenché un litige de couverture. La copie numérisée était pâle et plusieurs pages étaient manuscrites, mais les dates étaient claires. Les modifications cruciales des comptes de Whitmore avaient été enregistrées le 18 février 2008. J'ai reconnu cette date seulement après que Dana a lu le nom de l'hôpital. Thomas y avait été admis la veille au soir à la suite d'un accident de la route. Il souffrait d'une fracture au poignet, de côtes cassées et d'une commotion cérébrale. Les dossiers de l'hôpital montraient qu'il était resté en observation pendant 3 jours. Claire a continué à lire. Une connexion administrative était entrée dans le système après l'activité initiale, avait ajusté l'horloge du serveur, et avait réattribué plusieurs actions au profil d'utilisateur de Thomas. Le rapport n'identifiait pas l'administrateur, précisant seulement que le compte appartenait à la direction des pompes funèbres Whitmore. Margaret m'avait enseigné que Thomas avait fui parce que les preuves contre lui étaient indéniables. Les preuves montraient maintenant que quelqu'un avait modifié l'heure, et placé son nom sur des actions effectuées pendant qu'il était blessé, sur un lit d'hôpital. Claire a atteint la dernière ligne de l'annexe et l'a lu lentement. L'utilisateur attribué à Thomas Parker était physiquement incapable d'accéder au système à l'heure enregistrée. Claire a confirmé l'ordre de préservation le lendemain matin. Les pompes funèbres Whitmore, leur banque, et le fournisseur du logiciel ont reçu l'ordre formel de ne pas supprimer, modifier, ou écraser les dossiers liés à la boîte 14, au compte temporaire de Sadie, ou aux demandes de remboursement suspendues. C'est seulement alors que j'ai accepté de retourner à Cedar Ridge. Sadie et moi avons repris l'avion via Minneapolis et nous sommes enregistrés dans un hôtel à 20 minutes de chez nous. Je ne voulais pas l'emmener chez Margaret, et je ne voulais pas que ma famille m'attende dans notre allée pendant que j'essayais de comprendre ce qui était arrivé à mon père. Notre maison était plongée dans l'obscurité lorsque Claire nous y a rejointes. La neige s'était accumulée le long des marches d'entrée, intacte depuis notre départ. Sadie est restée dans le salon, pendant que Claire me suivait à l'étage. La lettre de Thomas se trouvait dans un tiroir verrouillé depuis 6 ans. Elle était arrivée après sa mort en 2019, transférée par l'avocat chargé de ses quelques biens restants. Je me souvenais avoir tenu l'enveloppe, et vu son écriture sur le devant. Margaret était avec moi cet après-midi-là. Elle avait dit que Thomas avait probablement écrit une énième version des mêmes excuses qu'il avait utilisées toute sa vie. J'avais placé la lettre dans le tiroir, sans l'ouvrir. Maintenant, Claire se tenait à côté de mon bureau pendant que je la sortais. Elle a photographié l'enveloppe scellée, enregistré la date et l'état, et a regardé pendant que je l'ouvrais. Nous comprenions toutes deux que la lettre pouvait nous guider vers des preuves, mais qu'elle ne pourrait pas prouver chaque affirmation simplement parce qu'un homme mort l'avait écrite. La première ligne m'était adressée: Audrey, je ne m'attends pas à ce que tu crois ceci, mais j'ai besoin que tu saches où regarder, si jamais tu décides de demander ce qui s'est passé. Je me suis assise avant de lire la suite.
Thomas écrivait qu'il avait examiné les comptes de prévoyance funéraire des pompes funèbres Whitmore en 2007. Au début, les divergences ressemblaient à des erreurs comptables. Plusieurs clients avaient soi-disant annulé leur contrat, mais les remboursements ne leur revenaient pas, ni à eux ni à leur succession. L'argent transitait par des comptes temporaires, et disparaissait dans les dépenses d'exploitation. Lorsque Thomas avait posé la question à Margaret, elle lui avait dit que les pompes funèbres manquaient de liquidité. Les affaires avaient ralenti, les remboursements d'assurance étaient en retard, et le jour de la paix approchait. Elle avait qualifié les transferts de prêts temporaires, et lui avait demandé de signer un rapprochement de fin d'année, attestant que chaque remboursement avait été correctement émis. Elle lui avait dit que sa signature sauverait des emplois. Il avait refusé. Selon la lettre, Margaret l'avait averti qu'une enquête publique fermerait l'entreprise et détruirait le nom de famille de Léonard. Thomas avait répondu que les clients leur avaient confié de l'argent destiné à leur décès. Utiliser leur deuil comme ligne de crédit n'était pas une solution commerciale. Des semaines plus tard, Parker Family Consulting était apparu dans les dossiers. Thomas a écrit qu'il n'avait jamais créé cette société. Quelqu'un avait utilisé une copie de ses documents fiscaux, ses informations professionnelles, et une version numérisée de sa signature pour l'enregistrer. Au moment où il avait découvert le compte, les transferts de remboursement y transitaient déjà. Il avait commencé à rassembler des copies de relevés et de rapports d'accès. La nuit précédant son accident de voiture, il avait appelé Margaret pour lui dire qu'il avait l'intention de tout dénoncer. Après sa sortie de l'hôpital, les dossiers avaient changé. Les dernières pages contenaient des dates, des lieux de stockage, et des noms. Un inspecteur des assurances nommé Paul Dyer avait reçu des copies des journaux d'accès originaux. Ruth Calder, l'ancienne comptable de l'entreprise, avait vu Margaret retirer des dossiers du bureau temporaire de Thomas. Un avocat du comté avait rédigé une déclaration que Thomas n'avait jamais signée. La lettre ne me demandait pas de lui pardonner. Elle décrivait ses tentatives pour me voir. Il écrivait qu'il était venu 2 fois chez Margaret après le début de l'enquête. La première fois, Léonard lui avait dit que je n'étais pas à la maison. La deuxième fois, Margaret l'avait rencontré dehors, et avait dit que je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Elle avait prétendu que je l'avais traité de voleur, et que je l'avais supplié de le tenir éloigné. Je ne lui avais jamais dit ces mots. Thomas avait écrit des lettres, mais la plupart avaient été retournées. Il avait appelé ma chambre d'étudiante, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que mon numéro avait changé. Margaret m'avait dit plus tard qu'il avait arrêté d'essayer parce qu'éviter ses responsabilités lui importait plus que d'être mon père. J'ai pressé ma paume contre ma bouche en lisant le dernier paragraphe, « Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis parti parce que chaque tentative de te joindre était utilisée comme preuve que j'étais dangereux, instable. Ou que j'essayais de te manipuler. J'espérais que le temps rendrait la vérité plus facile à trouver. Au lieu de cela, le temps n'a fait que vieillir le mensonge. » Sadie est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle n'a pas demandé ce que disait la lettre. Elle a traversé la pièce et s'est assise à côté de moi. Pendant des années, j'avais en voulu à Thomas de ne pas s'être battu davantage. Maintenant, j'avais la preuve qu'il avait essayé, pendant que j'avais aidé ma mère à fermer toutes les portes. Claire m'a rappelé que le deuil pouvait attendre que nous ayons sécurisé les lieux mentionnés dans la lettre. Elle a envoyé les dates et les noms à Dana, qui les a comparés avec les dossiers déjà obtenus sous l'ordonnance de préservation. Ce soir-là, la piste d'audit actuelle devenait plus claire. Le compte administrateur de Nicole avait réactivé les identifiants de Sadie et élargi ses permissions. Nicole avait également programmé la maintenance de la caméra et préparé le conteneur numérique lié à la boîte 14. Au début, presque tout pointait vers elle. Dana a découvert d'importants soldes de cartes de crédit, une deuxième hypothèque que Nicole n'avait pas divulguée à Léonard, et des dépenses mensuelles dépassant largement son salaire. Il y avait des achats de luxe, des frais de club privé, et des paiements pour un véhicule enregistré via une petite société qu'elle contrôlait. Nicole avait préparé la boîte physique, envoyé les instructions à Sadie, et surveillé le lot qui avait échoué. Il semblait qu'elle avait découvert l'ancien système de fraude de Margaret, et l'avait réactivé pour couvrir ses dettes. Mais Dana a trouvé 2 documents qui ne collaient pas avec cette conclusion. Les formulaires de remboursement, à l'intérieur du lot numérique, avaient été générés à partir d'un modèle créé par le compte de direction de Margaret. De plus, l'autorisation bancaire permanente, permettant au fonds de remboursement de transiter par des comptes commerciaux intermédiaires, portait la signature de Léonard. Dana ne savait pas encore dans quelle mesure Léonard était impliqué.
Une autorisation générale pouvait avoir été signée sans pour autant qu'il examine chaque transaction ultérieure. Claire m'a averti de ne pas transformer la suspicion en certitude avant l'examen des documents. Le rôle de Margaret était moins ambigu. Le modèle portait son identification de compte, mais Nicole pourrait faire valoir qu'elle avait utilisé les identifiants de sa mère. L'enquête devait encore séparer celle qui avait créé le système de celle qui l'avait exploité. Nicole m'a contacté cette nuit-là depuis un numéro inconnu. « Ne raccroche pas », a-t-elle imploré. « J'essaie de t'aider. C'est toi qui as préparé la boîte 14. J'ai suivi les instructions. » Les instructions de qui? Elle a ignoré la question. Maman contrôlait les comptes. Elle a créé les formulaires. Elle m'a dit que l'entreprise s'effondrerait si nous ne déplacions pas l'argent jusqu'au printemps. Tu as donné le badge à Sadie. Je n'ai jamais pensé qu'elle serait accusée de quoi que ce soit. Tu as créé des preuves montrant qu'elle était entrée dans le bâtiment, qu'elle avait utilisé le compte, et qu'elle avait libéré l'argent. La respiration de Nicole est devenue irrégulière. Je peux remettre l'argent. Ce n'est pas ton argent, tu n'as rien à remettre. Je vendrai la voiture, je refinancerai ma maison, je ferai tout ce qu'il faut. Mais tu dois arrêter de dire que Sadie était visée. C'est exactement ce qui s'est passé. Si tu rends cette accusation officielle, ils traiteront cela comme une usurpation d'identité impliquant une mineure. Maman ira en prison et les pompes funèbres seront finies. Nicole m'a proposé un marché. Elle dirait aux enquêteurs que Margaret avait conçu le système de remboursement. Elle rendrait ce qu'elle pouvait et fournirait les mots de passe. En échange, je devrais retirer ma déclaration selon laquelle Sadie avait été délibérément placée dans la position de responsable. Tu veux que je te protège, en laissant ma fille exposée? Personne ne blâme Sadie maintenant, parce que je l'ai éloignée, ai-je dit. Nicole a insisté sur le fait que tout pouvait être géré en privé. Je lui ai demandé de formuler son offre par écrit via son avocat. Elle a refusé. Je lui ai dit que je ne négocierais pas le nom de Sadie pour un autre arrangement familial dont personne ne pourrait prouver l'existence. Nicole s'est mise à pleurer, mais le son s'est rapidement transformé en colère. Tu crois que tu es la première personne que maman coince comme ça? Je me suis tue. Nicole a baissé la voix. Maman l'a déjà fait. De quoi parles-tu? Demande-lui ce qui s'est passé la nuit où ton père a essayé de t'emmener. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. J'ai rappelé, mais le numéro n'acceptait plus les appels entrants. 10 minutes plus tard, un message vocal est arrivé du téléphone habituel de Nicole. Sa voix était plus calme, comme si elle l'avait enregistré dans un endroit où Margaret ne pouvait pas l'entendre. Ton père n'est pas parti parce qu'il a volé. Il est parti parce que maman s'est assurée que personne ne le croirait. Le message de Nicole ne me disait pas tout, mais il changeait la question que je me posais. Je ne me demandais plus si ma mère avait protégé la personne qui avait piégé Thomas. J'ai commencé à me demander quelle part du piège elle avait conçu elle-même. Claire m'a conseillé de ne pas encore confronter Margaret. L'audit en cours devait encore séparer les documents des suppositions, et la confession effrayée de Nicole ne pouvait remplacer les preuves. À la place, Claire a organisé une rencontre avec Ruth Calder, l'ancienne comptable que Thomas avait nommée dans sa lettre. Ruth avait 72 ans et vivait dans un petit appartement au-dessus d'une pharmacie à la périphérie de Cedar Ridge. Elle a choisi un restaurant calme pour notre rencontre, et est arrivée avec un dossier en toile qui semblait plus vieux que Sadie. Ses mains ont tremblé quand elle m'a vu, mais sa voix est restée ferme. « Vous avez les yeux de votre père », a-t-elle remarqué. C'était d'autant plus difficile de voir ce qu'ils lui ont fait. Ruth avait travaillé aux pompes funèbres Whitmore pendant 17 ans. Elle se souvenait que Thomas avait remarqué que des fonds de prévoyance funéraire quittaient les comptes clients sans que des chèques correspondants ne soient envoyés aux clients ou à leur succession. Au début, il avait supposé que le bureau les avait mal enregistrés. Lorsqu'il a tracé l'argent à travers des comptes temporaires, il a commencé à demander à Margaret les formulaires d'annulation originaux. Votre mère a dit au personnel qu'il était désespéré, a relaté Ruth. Elle a dit qu'il avait des dettes de jeu et essayait de les couvrir en accusant l'entreprise. Est-ce que quelqu'un a déjà vu des preuves de ces dettes? Ruth a secoué la tête. Non, mais Margaret l'a répété jusqu'à ce que les gens se souviennent de l'avoir entendu, comme s'ils avaient vu des preuves. Léonard savait que Thomas avait soulevé des inquiétudes, mais il refusait de défier Margaret publiquement. Il avait dit à Ruth qu'une enquête pourrait suspendre la licence de l'entreprise, annuler des services programmés, et coûter leur emploi à des dizaines de personnes.
Il disait que le silence était le choix responsable, jusqu'à ce que la famille puisse régler l'affaire en privé. L'affaire n'avait jamais été réglée, elle avait simplement été mise sur le dos de Thomas. Ruth se souvenait également de la nuit que Nicole avait mentionnée. Après sa sortie de l'hôpital, Thomas était venu à la maison des Whitmore avec des copies des relevés de compte, et avait demandé à m'emmener dans un endroit sûr, le temps de contester les allégations. Margaret avait demandé une ordonnance d'urgence le soir même, affirmant que ses crimes financiers et son comportement erratique faisaient de lui un danger pour moi. Les accusations n'étaient toujours pas prouvées, mais l'ordonnance l'empêchait de m'emmener jusqu'à la tenue d'une audience. Au moment où l'audience a eu lieu, les journaux d'accès modifiés avaient été soumis. Thomas avait perdu sa licence, sa crédibilité, et sa chance de convaincre un juge que Margaret m'utilisait pour le faire taire. Je me suis souvenu des cartes d'anniversaire que j'avais renvoyées, et des appels que j'avais refusé de prendre. Thomas avait essayé de m'atteindre, depuis l'intérieur d'une histoire que Margaret m'avait déjà appris à croire. Je ne pouvais pas réparer les années que j'avais perdues, mais je pouvais empêcher que cette même histoire n'engloutisse Sadie. Dana nous a rencontrés, Claire et moi, plus tard dans l'après-midi, et a exposé le stratagème actuel dans une séquence assez simple pour qu'aucune de nous ne puisse s'y méprendre. Nicole avait réactivé le compte de Sadie et élargi ses autorisations. Le profil administrateur de Margaret avait généré 27 faux formulaires d'annulation. Les copies physiques ont été placées dans la boîte 14, déjà prête pour la numérisation. La tâche assignée à Sadie était la dernière étape visible. Elle devait entrer dans le bâtiment avec le badge temporaire, scanner les formulaires, et finaliser le lot d'archives. Cette commande attacherait les documents à 27 contrats prépayés, et libérerait les demandes de remboursement qui avaient déjà été préparées dans le système. La caméra de la salle des archives était programmée pour être hors ligne. Aucun autre badge d'employé ne devait accéder à cet étage. Le journal d'audit montrerait le nom d'utilisateur de Sadie en train d'importer les formulaires, tandis que le système d'accès la placerait physiquement dans le bâtiment, à l'heure exacte où la libération des remboursements s'est produite. L'argent n'aurait pas été déplacé parce qu'elle comprenait ce qu'elle faisait, a précisé Dana. Il se serait déplacé parce que quelqu'un a construit un processus où une commande d'archivage ordinaire activait un travail déjà terminé en arrière-plan. Sadie était assise à côté de moi pendant l'explication. Alors ils auraient dit que j'avais créé les formulaires. Ils auraient eu des preuves conçues pour le suggérer. Claire a répondu, c'est pour cela que préserver les messages et te garder hors du bâtiment était si important. Dana avait également découvert le mobile qu'elles avaient l'intention d'attribuer à Sadie. Pendant l'été, Sadie avait demandé à Nicole si les pompes funèbres Whitmore offraient une aide universitaire aux employés temporaires. Elle avait aussi laissé Nicole relire un essai pour une bourse d'études, décrivant à quel point elle s'inquiétait pour les frais de scolarité, et à quel point j'avais travaillé dur pour nous soutenir. Nicole a toujours une copie de cet essai dans ses emails professionnels, a dit Dana. Ma fille a fixé la table. Elle m'avait dit que cet essai me faisait paraître responsable. Elle rassemblait une raison, ai-je dit. L'expression de Sadie s'est durcie. Tout le monde la croira. Elle dirige l'entreprise. Je suis juste la fille qui avait le mot de passe. Tu es aussi la fille qui n'est jamais entrée dans le bâtiment, qui n'a jamais ouvert la boîte, et qui n'a jamais touché au compte ce matin-là, lui ai-je rappelé. Leur plan exigeait ton silence. Tu ne leur dois plus cela. Les 27 contrats de la boîte 14 n'étaient que le groupe le plus récent. En comparant les anciennes activités de remboursement avec les registres bancaires, les examinateurs ont trouvé au moins 31 familles touchées sur plusieurs années. Certaines impliquaient des personnes déjà décédées. D'autres appartenaient à des clients encore en vie, qui croyaient que leurs funérailles étaient entièrement payées. Un couple avait passé 12 ans à faire des paiements mensuels, pour que leurs enfants n'héritent pas des frais d'enterrement. Leur compte contenait désormais moins d'un quart de ce qu'ils y avaient déposé. L'enquête ne concernait plus seulement ce que ma famille avait eu l'intention de faire à Sadie. Elle concernait des personnes qui avaient fait confiance au nom Whitmore lors des décisions les plus vulnérables de leur vie. Margaret a réagi en publiant sa propre version en premier. Son message sur les réseaux sociaux me décrivait comme une fille éloignée, qui avait annulé un voyage de Noël familial sans prévenir, retiré une mineure du Minnesota, et partagé des informations commerciales confidentielles à cause d'un simple désaccord privé. Elle affirmait que Sadie avait accédé à des dossiers restreints, et la qualifiait d'adolescente émotionnellement instable, encouragée à se venger de ses proches. Elle n'a pas mentionné le badge temporaire, le compte réactivé, ou les 27 remboursements suspendus. Le message s'est propagé dans Cedar Ridge en quelques heures.
Certaines personnes ont défendu Margaret parce que les pompes funèbres Whitmore avaient enterré leurs parents et grands-parents. Plusieurs employés ont écrit qu'ils avaient peur de perdre leur emploi. D'autres ont demandé pourquoi une entreprise fermée avait besoin d'une adolescente travaillant seule la veille de Noël. Sadie n'a lu que quelques commentaires avant de poser son téléphone. Elle me fait paraître dangereuse. Je voulais répondre à chaque accusation, mais Claire m'en a empêché. La colère publique ne pouvait pas être autorisée à dicter les preuves. Elle a publié une courte déclaration en notre nom, confirmant que Sadie n'était pas entrée aux pompes funèbres Whitmore le 24 décembre, n'avait pas accédé à leur système ce matin-là, et coopérait via son avocat avec les autorités compétentes. Nous n'avons offert aucun autre argument public. Pour la première fois, je n'ai pas supplié ma mère de me comprendre, ou d'expliquer pourquoi j'avais fait le choix responsable. J'ai laissé les dossiers lui répondre. Ce soir-là, Dana a appelé avec une dernière découverte. La banque avait récupéré la description interne attachée au transfert que le lot 14 était censé déclencher. Les mots avaient été saisis avant même que Sadie ne reçoive le badge. La note disait « Avance études S. Parker ». Elles n'avaient pas seulement préparé le vol pour le mettre au nom de ma fille. Elles avaient préparé la raison pour laquelle tout le monde était censé croire qu'elle l'avait fait. Les mots « Avance études S. Parker » supprimaient la dernière possibilité que Sadie ait simplement été placée dans la mauvaise position par négligence. Quelqu'un avait écrit son mobile avant qu'elle n'entre dans le bâtiment, avant qu'elle n'utilise le mot de passe temporaire, et avant qu'un seul euro ne soit déplacé. Elle n'avait pas seulement préparé les preuves contre elle, mais aussi l'histoire que les gens étaient censés raconter sur le pourquoi de son geste. Claire a organisé la réunion à son bureau 2 jours plus tard. Elle a refusé la demande de Margaret de se rencontrer en privé à la maison Whitmore, où chaque conversation pouvait être transformée en dispute familiale. La salle de conférence de Claire disposait d'une longue table, d'un système d'enregistrement, et de fenêtres donnant sur un parking gelé. Dana Walsh était présente, avec un autre représentant de la division de la conformité de l'État. Margaret, Nicole et Léonard sont arrivés, chacun avec son conseiller juridique. Sadie n'est pas venue. Je n'allais pas la faire s'asseoir face aux personnes qui avaient préparé un vol pour le mettre en son nom. Elle est restée à l'hôtel avec l'une des assistantes de Claire, sachant que je ne lui dirais que ce qu'elle avait besoin d'entendre. Margaret est entrée vêtue du tailleur bleu marine foncé qu'elle utilisait pour les déjeuners de charité et les funérailles difficiles. Elle avait l'air fatiguée, mais maîtresse d'elle-même. Léonard gardait les yeux fixés sur la table. Nicole m'a fixé, comme si j'avais personnellement créé chaque document que les enquêteurs avaient récupéré. Avant même que la réunion ne commence formellement, Nicole s'est penchée en avant. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ?» Cette phrase sonnait différemment dans cette pièce. La veille de Noël, c'était un cri à propos de billets annulés. Maintenant, c'était une accusation lancée, pendant que des avocats étaient assis à côté des preuves montrant ce qu'elles avaient prévu pour ma fille. J'ai éloigné Sadie d'un bâtiment où vous aviez l'intention de mettre près de 350 000 € en son nom, ai-je rétorqué. Voilà ce que j'ai fait. L'avocat de Nicole a touché son bras, mais elle s'est dégagée. Tu as détruit l'entreprise avant même que quiconque n'ait prouvé que de l'argent avait été volé. Dana l'a corrigé sans élever la voix. Les fonds ont été suspendus avant d'être libérés. L'enquête concerne la préparation et la tentative de traitement de demandes de remboursement frauduleuses, ainsi que des transactions antérieures. Claire a placé 4 documents devant moi. Nous avions convenu que je ne poserais que des questions étayées par des dossiers déjà recueillis. Je n'allais pas spéculer, menacer, ou donner à Margaret une autre occasion de prétendre qu'il s'agissait d'une vengeance émotionnelle. J'ai regardé Nicole en premier. Pourquoi le badge de Sadie n'était-il valide que du 24 au 26 décembre ? Nicole a jeté un coup d'œil à son avocat. Elle terminait un travail temporaire de fin d'année. Pourquoi son compte d'archives a-t-il été mis à niveau pour lui permettre de finaliser un lot lié à des remboursements ? Je ne comprenais pas toutes les permissions du logiciel. Tu étais l'administratrice qui les a sélectionnées. Ma mère m'a dit quels accès étaient nécessaires. Margaret ne s'est pas tournée vers Nicole, mais les muscles de sa mâchoire se sont contractés. Je suis passé au document suivant. Pourquoi la maintenance de la caméra à l'extérieur de la salle des archives inférieures a-t-elle été programmée exactement pour la période où Sadie devait y entrer ? Nicole a croisé les bras. La caméra dysfonctionnait. L'entreprise de maintenance n'a trouvé aucune demande de réparation. Le paramètre de maintenance a été saisi depuis ton compte, la nuit avant le voyage. L'assurance de Nicole a vacillé.
Maman a dit que les caméras devaient être hors ligne, pendant que les vieux dossiers clients étaient numérisés. Cette fois, Margaret l'a regardé. J'ai placé la note de transaction sur la table. Pourquoi le transfert indiquait-il avance étude Parker? Le visage de Nicole a perdu ses couleurs. Je n'ai jamais écrit ça. Les registres du système montrent que cela a été saisi avant que Sadie ne reçoive son badge, ai-je dit. Je ne l'ai pas écrit. Nicole s'est tournée vers Margaret. Elle a préparé les modèles de remboursement. Elle m'a dit que ces étiquettes rendraient les comptes internes plus faciles à rapprocher. L'avocat de Margaret a demandé une pause. Margaret a refusé. Il n'y a aucune raison de dramatiser des décisions commerciales ordinaires, a-t-elle affirmé. Les pompes funèbres Whitmore ont connu un manque temporaire de liquidité. Les paiements des assurances étaient retardés, les coûts d'exploitation augmentaient, et les salaires devaient toujours être payés. Dana a demandé, reconnaissez-vous que des fonds prépayés par les clients ont été redirigés vers des dépenses professionnelles? Je dis que l'argent a été déplacé temporairement pour protéger l'institution chargée de servir ses clients. Les contrats n'autorisaient pas ces transferts. Les contrats n'emploient pas 42 personnes. Margaret s'est tournée vers moi, comme si Dana et les avocats n'avaient plus d'importance. Si l'entreprise ferme, 42 employés perdent leurs revenus. Les familles dont les funérailles sont déjà programmées n'auront nulle part où aller. Les corps ne peuvent pas être mis en attente, pendant que des régulateurs débattent sur de la paperasse. L'argument m'était familier, car elle l'avait utilisé contre Thomas. Chaque euro volé devenait un emploi sauvé. Chaque faux document devenait un acte de responsabilité. Quiconque s'y opposait ne défendait pas les clients, mais mettait la communauté en danger. Tu n'as pas emprunté cet argent, lui ai-je dit. Tu l'as pris à des gens qui t'ont fait confiance alors qu'ils planifiaient leur mort. Ensuite, tu t'es préparé à faire porter le chapeau à une jeune de 17 ans. Personne n'avait l'intention de blesser Sadie. Tu as créé un mobile financier en utilisant ses projets universitaires. Cette description était une étiquette comptable. Tu as activé son badge, élargi son compte, désactivé la caméra, et fait d'elle la seule personne prévue dans le bâtiment. Elle n'avait qu'à suivre les instructions, a lancé Margaret. Elle l'a dit comme si l'obéissance aurait protégé Sadie. Comme si ma fille aurait pu cliquer sur le bouton, libérer l'argent, et repartir indemne, simplement parce qu'elle ne comprenait pas la machinerie en arrière-plan. Elle aurait été interrogée, ai-je rétorqué. Son nom serait apparu sur le journal d'audit. Son badge l'aurait placé dans le bâtiment. Son essai pour la bourse aurait été utilisé pour dire qu'elle avait besoin d'argent. Le système aurait été corrigé avant que cela ne devienne sérieux. Alors pourquoi le reste d'entre vous devait-il être en Californie? Le regard de Margaret s'est durci. Le voyage était prévu depuis des mois. Le voyage que j'ai planifié et payé. Cela ne fait pas de toi une experte des obligations d'une entreprise familiale. J'ai regardé la femme qui avait passé ma vie entière à décider quel fardeau appartenait à un Parker, et quelle protection appartenait à un Whitmore. Pourquoi Sadie? Margaret n'a pas répondu immédiatement. Nicole a bougé sur sa chaise. Léonard fixait ses mains. J'ai répété. S'il ne s'agissait que d'un transfert temporaire pour protéger les employés, pourquoi quelqu'un devait-il porter le blâme? Pourquoi devait-ce être ma fille? La tristesse a disparu du visage de Margaret. Ses épaules se sont redressées, et la douceur contrôlée a quitté sa voix. Quelqu'un devait le porter. Personne dans la pièce n'a bougé. Margaret m'a regardé directement dans les yeux. Mieux vaut un Parker qu'un Whitmore. J'avais toujours imaginé que si ma mère admettait un jour ce qu'elle pensait, je pleurerais, je crierais, ou je lui demanderais comment elle pouvait dire une telle chose à propos de sa petite fille. Au lieu de cela, quelque chose s'est calmé en moi. Je n'avais plus besoin de la persuader que Sadie méritait d'être protégée. Margaret comprenait très bien que Sadie était innocente. Elle l'avait choisie pour cette raison exacte. Nicole s'est lentement tournée vers notre mère. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans son expression, une peur qui ne concernait ni la prison ni l'argent. Elle avait passé sa vie à croire qu'être une Whitmore la rendait en sécurité. Maintenant, elle était assise à côté d'une femme qui venait d'admettre que cette sécurité dépendait du fait d'avoir toujours quelqu'un d'autre à sacrifier. Dana a fermé le dossier devant elle. Sur la base des registres de transactions, des permissions de compte modifiées, des tentatives de libération de fonds, et des risques pour les titulaires de contrats existants.
L'État ordonne la suspension immédiate et temporaire de l'autorité des pompes funèbres Whitmore à gérer les fonds de prévoyance funéraire. L'avocat de Margaret a protesté, mais Dana a continué. Tous les transferts en cours resteraient gelés. Un dépositaire indépendant prendrait le contrôle des dossiers des clients et vérifierait les contrats actifs. Les pompes funèbres ne pourraient poursuivre que des services limités, sous supervision externe, pendant le déroulement de l'enquête. Léonard a enfin pris la parole. Je ne savais rien de tout ça. Je me suis tourné vers lui. Ta signature a autorisé les comptes intermédiaires. Margaret s'occupait des finances. Je signais ce qu'elle me mettait sous le nez. Tu as dit la même chose quand Thomas a soulevé des inquiétudes en 2008. Ses yeux se sont levés vers les miens. Tu es resté à côté d'elle quand elle l'a traité de voleur, ai-je continué. Tu as signé les papiers qui l'ont tenu éloigné de moi. Tu as protégé le nom Whitmore, parce que savoir moins de choses te donnait l'impression d'être moins responsable. Je n'ai jamais modifié ces dossiers. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas, Léonard a regardé Margaret. Elle lui a fait un infime signe de tête de la tête pour lui dire non. Il l'a remarqué. Et quelle que soit la loyauté qu'il avait gardée silencieux pendant 18 ans, elle s'est enfin brisée. Il a demandé à son avocat la permission de récupérer quelque chose dans sa voiture. L'avocat a insisté pour l'accompagner. Ils sont revenus avec un dossier en cuir marron. Léonard l'a posé sur la table, mais a gardé une main dessus. Ceci est dans le coffre de notre maison depuis 2008. À l'intérieur, se trouvait un projet de règlement proposé à Thomas, après que les dossiers modifiés aient été soumis. Margaret avait proposé de lui payer une somme suffisante pour quitter Cedar Ridge et reconstruire sa vie ailleurs. En retour, il accepterait la responsabilité des fonds disparus, renoncerait à toute réclamation contre les pompes funèbres Whitmore, et accepterait de ne pas me contacter sans sa permission. Thomas ne l'avait jamais signé. Dans la marge, à côté du montant du paiement, il y avait une note écrite de la main de Margaret, nécessaire pour protéger le nom Whitmore. Léonard a poussé le document vers moi. Ta mère savait que Thomas était innocent avant même qu'il ne quitte la ville. Le dossier de Léonard n'a pas mis fin à l'affaire. Il a mis fin à la capacité de la famille à prétendre qu'il n'y avait pas d'affaire. L'enquête s'est poursuivie tout au long de l'hiver, du printemps et d'une grande partie de l'été. Toutes les quelques semaines, un autre document arrivait au bureau de Claire, des relevés de comptes, des conclusions d'audit, des avis de licence, des déclarations sous serment, et des lettres d'avocats, qui avaient autrefois qualifié l'argent manquant de différents comptables internes. La vérité a pris des mois à éclater, parce qu'elle avait été cachée pendant des années. L'audit final de Dana a séparé les responsabilités avec soin. Margaret avait conçu le système de remboursement, maintenu les comptes intermédiaires, et décidé quels contrats prépayés pouvaient être siphonnés sans attirer l'attention immédiate. Elle avait créé les modèles utilisés dans la boîte 14, et préservé la même méthode qui avait autrefois mis le vol sur le dos de Thomas Parker. Nicole avait exécuté la tentative actuelle. Elle avait réactivé le compte de Sadie, élargi ses permissions, préparé les fichiers physiques, programmé la coupure de la caméra, et saisi la fausse note concernant les études. Les enquêteurs ont également découvert qu'une partie de l'argent pris les années précédentes avait couvert les dettes personnelles de Nicole et ses dépenses de luxe. Léonard n'avait pas créé le système, mais sa prétendue ignorance n'a pas survécu à l'examen des dossiers. Il avait signé de larges autorisations bancaires, ignoré des rapports irréguliers, aidé à étouffer les allégations de Thomas, et gardé le règlement non signé dans son coffre-fort pendant 18 ans. Il avait protégé le nom Whitmore en refusant de poser des questions dont les réponses auraient pu lui coûter l'entreprise. Thomas a finalement été innocenté grâce à des preuves corroborées de plusieurs manières. L'annexe technique manquante prouvait que son compte avait été manipulé pendant son hospitalisation. Le témoignage de Ruth confirmait qu'il avait contesté les transferts avant même d'être accusé. Le projet de règlement montrait que Margaret le savait innocent. Les relevés bancaires historiques ont tracé l'argent loin de lui, et de retour vers des comptes contrôlés par les pompes funèbres Whitmore. La commission comptable de l'État a modifié sa vieille conclusion disciplinaire. L'avis est arrivé dans une enveloppe simple, adressée à la succession de Thomas Parker. Il déclarait que la conclusion retenue contre lui s'était appuyée sur des dossiers techniques altérés et des témoignages matériellement faux. Son dossier professionnel a été corrigé, et la conclusion de faute professionnelle a été retirée. Il était mort depuis 6 ans. Je me suis assise à la table de ma cuisine, l'avis devant moi, et j'ai essayé de décider ce que signifiait la justice,
lorsque la personne qui en avait besoin ne pouvait plus lire son propre nom sans le mot voleur à côté. J'ai ressenti du soulagement, du chagrin, et de la honte dans des proportions égales. Rien de tout cela ne ramenait les appels que j'avais refusés, ni les lettres que j'avais retournées. Sadie a posé sa main sur la mienne. Il aurait voulu que tu saches. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas pu répondre. Les pompes funèbres Whitmore n'ont pas fermé du jour au lendemain. Dana m'avait prévenu qu'une fermeture soudaine nuirait à ces mêmes clients que l'enquête visait à protéger. Un groupe indépendant de services funéraires a été nommé pour gérer les dossiers actifs, préserver les contrats, et transférer les comptes prépayés sous garde protégée. Les funérailles programmées ont eu lieu. Les familles n'ont pas été forcées de déplacer leurs proches au milieu des arrangements. De nombreux employés ont conservé leur emploi sous la direction du nouvel opérateur temporaire, bien que la famille Whitmore ait perdu toute autorité de gestion. Cela comptait plus pour moi que je ne l'aurais cru. Pendant les premières semaines, Margaret avait utilisé les employés comme boucliers. Elle disait que révéler la fraude détruirait 42 moyens de subsistance. La reprise indépendante a prouvé que les travailleurs et le nom Whitmore n'étaient pas la même chose. L'entreprise pouvait servir la communauté sans permettre à ma mère d'en contrôler l'argent. Le processus de restitution a été plus lent. Les biens de l'entreprise, le chalet de la famille au bord du lac, et une partie de la valeur nette de la maison de Margaret et Léonard ont été placés sous la supervision du tribunal. Les fonds ont été utilisés pour créer une réserve de remboursement, destinée aux clients dont les comptes de prévoyance funéraire avaient été réduits ou vidés. J'ai rencontré plusieurs de ces familles par l'intermédiaire du coordinateur des victimes. Une femme nommée Denise avait payé les funérailles de sa mère par mensualité, parce qu'elle ne voulait jamais que ses enfants affrontent la dette qu'elle avait elle-même portée à la mort de son père. Un enseignant à la retraite, Monsieur Ellis, croyait que son propre enterrement était entièrement financé. L'audit a montré que plus de la moitié de son compte avait été transféré des années plus tôt. Aucun d'eux ne se souciait du voyage de Noël de ma famille. Ils se souciaient qu'une entreprise funéraire respectée ait utilisé leur peur de devenir un fardeau comme source de revenus. Les écouter a changé ma façon de comprendre ce qui s'était passé. Margaret s'était préparée à sacrifier Sadie, mais Sadie n'était pas la première personne vulnérable qu'elle avait utilisée. Le système entier reposait sur le fait que les clients étaient trop endeuillés, trop âgés, ou trop confiants pour examiner chaque transaction. Lorsque j'ai fait ma déclaration officielle, je ne me suis pas concentré sur les chambres d'hôtel ou les vols annulés. J'ai expliqué comment des adultes avaient pris des actes de confiance ordinaires, et les avaient convertis en preuve contre une enfant. Sadie avait accepté un job d'été, partagé un essai pour une bourse, et suivi les instructions de membres de sa famille. Margaret et Nicole avaient transformé chacune de ces choses en un badge, un mobile financier, et une piste d'audit. J'ai également parlé de réputation. Cedar Ridge croyait la famille Whitmore parce qu'elle avait enterré des générations de ses habitants. Ce respect rendait les gens moins susceptibles de les remettre en question, et non pas plus dignes de cette confiance aveugle. Avant que les poursuites pénales n'avancent, l'avocat de Margaret a approché Claire avec une proposition privée. Margaret publierait des excuses publiques pour avoir exclu Sadie du voyage. Elle financerait entièrement les études universitaires de Sadie, et établirait un fonds supplémentaire pour ses études supérieures. En retour, je décrirais la boîte 14 comme un malentendu causé par de mauvais contrôles internes, plutôt que comme une tentative délibérée d'impliquer ma fille. L'offre incluait plus d'argent que je n'en avais économisé de toute ma vie. Pendant quelques minutes, j'ai compris pourquoi Margaret pensait que cela pourrait marcher. L'argent avait toujours été le langage qu'elle utilisait lorsque l'amour, la responsabilité ou la vérité devenaient dérangeants. Je l'ai rejeté. Je n'ai pas demandé de frais de scolarité, de fonds de placement, ou d'excuses privées. Par l'intermédiaire de Claire, j'ai exigé que chaque document officiel déclare clairement que Sadie n'avait pas créé, téléchargé, ni autorisé les demandes frauduleuses. J'ai exigé des avis écrits à son école, aux organisations de bourse qui avaient reçu les accusations de Margaret, et à chaque agence qui avait examiné son nom pendant l'enquête. J'ai également exigé qu'aucune photographie, enregistrement, déclaration, ou image de Sadie ne soit utilisée dans de quelconques excuses publiques, ou pour tenter de reconstruire la réputation des Whitmore. Margaret voulait une vidéo dans laquelle elle s'excuserait aux côtés de sa petite fille. Son avocat a dit que cela montrerait la guérison, et réduirait l'hostilité publique. Sadie a refusé. Je ne vais pas me tenir à côté d'elle pour que les gens puissent lui dire qu'elle a l'air pardonnée, a-t-elle tranché. Elle peut s'excuser sans se servir à nouveau de moi.
Ce fut la limite la plus claire que ma fille ait jamais fixée. Elle n'a pas élevé la voix ni demandé si c'était acceptable. Elle a simplement décidé. Nicole a fini par accepter de coopérer. Elle a fourni des mots de passe, identifié d'anciens comptes, et admis avoir créé le badge de Sadie, et modifié ses autorisations d'accès. Sa coopération pouvait réduire sa peine, mais n'effaçait pas son rôle. Pour la première fois, elle ne pouvait plus se cacher derrière les instructions de Margaret et se dire encore innocente. Léonard a rendu sa licence professionnelle. Des plaintes civiles ont été déposées contre lui, pour avoir approuvé des transactions et dissimulé des informations liées à l'affaire de Thomas. Il m'a envoyé une lettre, disant que le silence lui avait semblé le choix le moins destructeur. Je l'ai retourné via son avocat, sans répondre. En septembre, le tribunal avait accepté les principales conclusions factuelles. Les calculs de restitution étaient en cours, et les dates de prononcer des peines avaient été fixées. Margaret continuait de se décrire comme la personne qui avait fait ce qui était nécessaire, pour préserver une institution familiale. L'après-midi précédant son audience de condamnation, le bureau de Claire a reçu une enveloppe personnelle qui m'était adressée. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture de Margaret avant même que Claire ne la pose sur la table. Sur le devant, ma mère avait écrit 4 mots, à ma vraie fille. Même après tout cela, elle utilisait encore la même distinction qui avait blessé Sadie, espérant que cela me ferait me sentir assez choisi pour revenir. J'ai ouvert la lettre de Margaret dans le bureau de Claire, après que Sadie fut rentrée à la maison. Je ne l'ai pas emportée à l'hôtel, je ne l'ai pas posée sur la table de notre cuisine, et je n'ai pas demandé à ma fille si elle voulait lire ce que sa grand-mère avait écrit. Margaret avait déjà utilisé le nom de Sadie, ses projets universitaires, ses antécédents professionnels, et son désir d'appartenance comme des outils. Elle n'allait pas utiliser la curiosité de ma fille comme un moyen de plus pour revenir dans nos vies. La lettre commençait par les mots « Je suis désolé que tu aies été blessé ». Elle n'était pas désolée d'avoir créé les modèles de remboursement. Pas désolée d'avoir mis un badge temporaire dans la main de Sadie, ou d'avoir préparé un mobile financier à son nom. Pas désolée d'avoir choisi une enfant parce qu'elle portait le nom Parker plutôt que Whitmore. Margaret écrivait qu'elle avait pris des décisions difficiles, pendant les années où l'entreprise était en difficulté. Elle répétait que 42 employés, et des centaines de familles locales, dépendaient d'elle. Elle affirmait que chaque action avait pour but de préserver une institution plus grande que n'importe quelle personne. Puis, elle m'a appelé sa vraie fille. Elle a dit que Nicole avait fait des choix imprudents, que Léonard n'avait pas compris les finances, et que Thomas avait forcé la famille dans un conflit public qui aurait dû rester privé. Elle admettait que des erreurs avaient été commises, mais elle ne nommait jamais qui les avait commises. Elle décrivait la boîte 14 comme une tentative désespérée de retarder un effondrement financier, et non comme un plan conçu pour mettre un vol sur le dos de Sadie. La dernière page me demandait de me tenir à ses côtés après la condamnation, et de l'aider à préserver ce qui restait du nom Whitmore. Margaret demandait encore le pardon, sans abandonner son récit. Elle voulait que j'accepte le titre de vraie fille, en échange de mon aide pour éviter d'affronter la vérité sur ce qu'elle avait fait à mon vrai enfant. Je n'ai pas écrit de réponse émouvante. Je n'ai pas expliqué à nouveau pourquoi Sadie méritait d'être protégée, ni listé tous les mensonges que Margaret m'avait racontés sur Thomas. Claire a envoyé une réponse via son avocat, déclarant que Margaret ne devait plus nous contacter directement, Sadie ou moi, ni utiliser nos noms ou images dans aucune déclaration publique, ni envoyer de messages via des proches, des employés, ou des membres de la communauté. Toute communication nécessaire passerait par nos avocats. Pour la première fois, le silence n'était pas quelque chose que Margaret m'imposait. C'était une limite que j'avais choisie. Les affaires pénales se sont terminées au cours des mois suivants. Margaret a plaidé coupable de fraude, de falsification de dossiers financiers, et d'utilisation illégale des informations d'identification d'une autre personne. Son plaidoyer reconnaissait que les identifiants de Sadie avaient été préparés pour créer une fausse piste d'audit, bien que Margaret continuât de dire au tribunal qu'elle n'avait jamais pensé que ma fille subirait un préjudice permanent. Nicole a plaidé coupable en tant que complice. Sa coopération, les mots de passe fournis et son témoignage ont réduit sa peine, mais ne l'ont pas annulée. Elle a admis avoir créé le badge, modifié les autorisations de Sadie, désactivé la caméra, et saisi la note sur les études. Le juge a clairement indiqué que suivre les instructions d'un parent n'excusait pas la fabrication de preuves contre une mineure. Léonard a perdu l'entreprise, sa licence professionnelle, et la plupart des biens liés à l'activité. Le tribunal n'a pas considéré son refus de comprendre comme de l'innocence.
Il avait signé des autorisations, caché l'accord proposé à Thomas, et passé des années à profiter des questions qu'il avait choisi de ne pas poser. L'opérateur indépendant a finalement racheté la partie service des pompes funèbres Whitmore. Le nom Whitmore a été retiré du bâtiment, mais les employés qui avaient fait un travail honnête se sont vus offrir des postes dans la nouvelle entreprise. Le fonds de restitution a commencé à émettre des paiements aux familles touchées par étapes. Cela ne pouvait pas restaurer la confiance qu'elles avaient perdue, mais cela leur a rendu l'argent qui n'avait jamais appartenu à ma famille. Une semaine après que le dossier professionnel de Thomas eût été formellement corrigé, je me suis rendu sur sa tombe. J'ai apporté l'avis modifié de la commission comptable, et la lettre que j'avais finalement ouverte. Sa pierre tombale était simple, sans mention de la carrière ou de la réputation qu'il avait perdue. La neige s'était installée à l'intérieur des lettres gravées de son nom. Je ne lui ai pas dit qu'il avait été un père parfait. Je n'en savais pas assez pour faire de lui ce père idéal. Il avait été en colère dans certaines de ses lettres, et il y a eu des années où la honte et la défaite l'avaient fait reculer. Laver son nom ne transformait pas chaque absence en la faute de Margaret. Mais, j'ai admis que j'avais cru les personnes qui lui avaient fait du mal, parce que leur version me permettait de me sentir en sécurité. J'avais confondu le parent qui restait physiquement proche, avec le parent qui disait la vérité. J'ai lu à voix haute une phrase de sa dernière lettre, « J'espère que tu ne passeras pas ta vie à prouver que tu mérites l'amour, à des gens qui profitent du fait de t'en faire douter. » Le vent a soufflé dans les arbres dénudés. Il n'y a pas eu de réponse. Mais je n'en avais plus besoin pour savoir ce que je devais arrêter de porter. Sadie a obtenu son diplôme d'études secondaires en juin. Son nom a été blanchi dans tous les dossiers officiels liés à l'enquête, et les organisations de bourse, qui avaient reçu les accusations de Margaret, ont reçu des rectifications écrites. Elle a postulé à l'université sans cacher son job d'été, et sans faire de cette fraude le centre de sa candidature. Elle n'a pas décidé de devenir avocate, auditrice, ou enquêtrice à cause de ce qui s'était passé. Elle a choisi le design environnemental, un sujet qu'elle aimait bien avant que la boîte 14 n'existe. J'étais soulagé que le crime de ma famille n'ait pas eu le droit de choisir son avenir. Lors de la remise des diplômes, Sadie portait le même pull rouge, sous sa toge, que celui qu'elle avait emballé pour les photos de Noël. Cette fois, elle l'a choisi parce qu'elle l'aimait, et non parce qu'elle espérait que Margaret l'approuverait. Le Noël suivant, nous avons fait un voyage plus modeste, dans une ville calme le long de la côte californienne. Il n'y avait pas de suite, de vanne privée pour l'aéroport, ni d'emploi du temps imprimé. Claire s'est jointe à nous pour 2 jours, et quelques amis nous ont retrouvés pour dîner. Mais la majeure partie de la semaine nous appartenait, à Sadie et moi. Nous prenions le petit déjeuner quand nous avions faim, nous marchions le long de l'eau, et nous changions nos plans sans que personne ne traite la flexibilité comme un échec. Personne ne demandait qui avait payé assez pour mériter une place. Personne ne nous classait par nom de famille. Lors de notre dernier matin, Sadie a posé son téléphone en équilibre contre une rambarde, et a réglé le minuteur. Nous nous sommes tenus ensemble, pendant que l'horizon s'éclaircissait lentement derrière nous. La photo était imparfaite. Le vent poussait mes cheveux sur mon visage, et Sadie riait avant que l'appareil n'ait fini le compte à rebours. Ce fut la première photo de famille que j'ai gardée, sans regarder l'espace vide où quelqu'un d'autre aurait dû être. Nous sommes restés près de l'eau après que le soleil a commencé à se lever. Sadie a glissé ses mains dans les poches de sa veste et m'a regardé. « Est-ce qu'il t'arrive de regretter d'avoir annulé ce voyage ? » J'ai pensé à l'argent que j'avais perdu, à la mère à qui je ne parlais plus, à la sœur qui avait choisi le nom Whitmore plutôt que ma fille, et au père dont la vérité m'était parvenue trop tard. Je regrette d'avoir passé tant d'années à croire que je devais acheter notre place à leur table, ai-je dit. Je regrette de t'avoir appris, sans le vouloir, qu'être utile était le prix pour avoir le droit d'appartenir. Sadie a regardé vers le soleil. Mais tu ne regrettes pas ce matin-là. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Non. Je ne regretterai jamais de m'être réveillé et de t'avoir emmené avec moi. 1 an plus tôt, nous avions traversé une allée sombre avant le lever du soleil, parce que les personnes à l'intérieur avaient décidé que ma fille était la personne la plus facile à laisser derrière. Maintenant, la lumière s'étalait sur l'eau, et aucune de nous n'attendait la permission pour nommer ce que nous avions, une famille. La vraie famille, ce n'étaient pas les gens qui partageaient le nom de jeune fille de ma mère, quand ça les arrangeait. C'était la fille à côté de moi, au lever du soleil, et la promesse que j'avais enfin tenue, plus personne ne la laisserait jamais derrière.